On va continuer de passer un bon moment avec Dorit Naon, entrepreneur, ghostwriter, qui fait tout un tas de choses. Vous la connaissez peut-être pour ses posts LinkedIn et pour sa communauté qu'elle anime sur ce réseau. Elle est spécialisée dedans et elle va être avec nous pendant une grosse quinzaine de minutes pour un petit échange avec moi. Dorit, est-ce que tu es prête? Oui. Ok, let's go, vous pouvez applaudir. Un, deux, un, deux, parfait. Comme à la maison, Dorit, est-ce que tu es bien installée? Je suis très très bien installée. Tu vois, on a un décompte, ah oui, en effet, j'avais pas vu, on a 18 minutes ensemble. Eh ben génial. Dorit, je vais commencer par une question peut-être un peu osée, je rentre dans le vif du sujet, comment ça va? Bah écoute, tu me prends à chaud comme ça, je m'y attendais pas du tout, donc je me sens un petit peu attaquée, tu vois. Ça va très bien. Ok, Et toi? très très bien, très content d'être avec toi ce soir. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux un peu présenter ton parcours? Tu as un parcours atypique, est-ce que tu peux nous en dire deux mots s'il te plaît? Oui, ça va nous prendre du coup 20 minutes, on n'a que 17 minutes, là C'est ça va être un parfait. petit peu compliqué. Alors je vais expliquer un petit peu ce que je fais. Tu veux le passé, le présent, tu veux quoi? Je veux pas te griller ton script. Non, non, ce qui te paraît pertinent Qui me paraît pertinent. pour aujourd'hui. Ok, alors je vais expliquer d'où je viens et ensuite je vais venir à où j'en suis aujourd'hui. Alors là d'un coup je vais casser l'ambiance. Alors en fait, moi j'ai grandi dans le 9-4 à Alfortville, dans un immeuble HLM de 18 étages, infesté de cafards. On allait au Resto du Cœur avec ma mère et j'ai été une enfant battue par ma mère, j'ai été harcelée à l'école et ma mère m'a mis dehors quand j'avais 18 ans. Donc j'ai été SDF, j'ai été prise en charge par une association pour jeunes sans-abri à Nice, j'ai été placée en foyer de jeunes travailleurs, voilà. Pas mal de harcèlement au travail aussi dans ma carrière pro. Et je fais la version très accélérée, évidemment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir fait pas mal de taf alimentaire, je me suis dit peut-être que j'ai des compétences et peut-être que j'ai le droit de croire que je peux enfin faire quelque chose qui me plaît. Donc, je suis arrivée à la communication digitale parce que qui a connu Skyblog ici? Oh, j'adore, ce public est incroyable. Il est formidable, ce public. Alors en fait, moi j'ai eu 3 blogs sur Skyblog qui ont été élus Blogstar par la plateforme, donc par les internautes et par Skyrock, ce qui fait que voilà, il y a eu une forte exposition et j'ai vachement aimé créer du contenu dessus. Donc je suis revenue à ça à l'aube de mes 30 ans, de me dire la communication digitale, c'est vraiment ce que je veux faire. Sauf que, étant en France, pas d'expérience, pas de diplôme, forcément ça ne fonctionnait pas. Je recevais que des mails de refus automatique ou alors pas de réponse du tout, hein, on connaît la musique. Et je me suis lancée sur LinkedIn parce que c'est le seul réseau, le seul endroit où j'avais pas essayé de trouver du boulot. Je me suis dit, en fait, j'ai pas du tout envie d'y aller parce que c'est un endroit morose. Moi, je suis une meuf fun, enfin, je suis tatouée, je suis bon délire et tout. Et je me suis dit, j'ai clairement rien à faire dessus. Pour moi, LinkedIn, c'était le réseau un peu patriarcal où tu avais Bernard, 57 ans, qui t'explique la vie à toi, femme débile qui comprend rien. Pour moi, c'était ce réseau-là. Donc je me suis dit, je vais prendre un parti pris fort, celui d'être moi-même, d'être authentique et de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui en interview, on me dit un peu que j'ai été précurseur de l'humour sur LinkedIn parce que j'ai commencé à faire des trucs qui n'étaient pas du tout sur le réseau à ce moment-là. C'était fin 2021, des mots croisés, je parlais de la Reine des Neiges, de Châtelet-Léal, enfin c'était vraiment un délire. Et au bout, il y avait du coup une communauté qui s'est retrouvée dans mon discours parce que c'était intéressant de voir que les gens ne faisaient pas d'humour sur LinkedIn parce qu'ils avaient cette image du mot professionnel égale chiant. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'attendaient pas ça. Donc du coup, j'ai vite eu une audience qui s'est retrouvée dans mon humour. Et au bout d'un mois après être arrivée sur LinkedIn, j'ai fait un post qui parlait des tatouages en milieu professionnel où j'ai dit qu'en fait, on s'en fout qu'un candidat ait des tatouages, qu'il ait des piercings, qu'il ait les cheveux colorés, qu'il ait une coupe à l'afro, du poids en plus ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est les compétences et le potentiel d'une personne et surtout le savoir-être. Ce post, il a fait plus de 2 millions de vues, plus de 23 000 likes et j'ai reçu plus de 200 propositions d'emploi en communication digitale. Et on a dû me demander 2 fois mon CV. J'ai pas fait 200 entretiens, mais j'ai dû en faire 50. Et le plus ouf dans l'histoire, c'est que j'ai même pas été chargée de communication digitale comme l'aurait voulu le process. J'ai été directrice communication digitale et directrice artistique.
Donc, c'est la puissance de mon taf d'aujourd'hui, c'est le personal branding, c'est le fait de dire qu'en fait, votre plus grand atout quand vous êtes candidat, c'est d'être vous, en fait, tout simplement, de ne pas chercher à tricher. Et derrière, vous inversez le procédé au lieu de courir derrière les entreprises, c'est les entreprises qui vous courent après. Donc, ça, c'est pour le passé. Maintenant, on va passer au présent. Je parle plus que toi, je suis désolée. Tu peux poser des questions aussi, hein, si tu veux. Je peux te poser des questions? Moi, je peux te poser des questions. Tu peux me poser des questions, Oui. mais je t'en prie. Ah, ok, merci. Vas-y, tu as le avais droit. fini, je ne vais pas t'interrompre. C'est pour ma présentation actuelle, mais du coup, tu peux me demander qu'est-ce que je fais actuellement. Oui, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question, c'est Dorit, que je vais te poser tout de suite. La transition est toute trouvée, tu vois, c'est une passe décisive là que je te fais. Qu'est-ce que tu fais actuellement, Dorit? Je m'y attendais pas. Tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être? Tu me prends au dépourvu. J'allais revenir sur d'autres sujets, mais bon, maintenant que tu me partages tes propres questions, vas-y, je t'en prie. Mais écoute, lançons-nous. Alors du coup... On est un sketch, je sais. On a une bonne complicité, Simon, j'adore. Oui, je le trouve aussi. Ouais, on est d'accord. Alors moi, aujourd'hui, je suis ghostwriter, donc j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise et des DRH sur des thématiques marque employeur. Donc la marque employeur, est-ce que ça parle à des gens ici, le terme marque employeur? Ok, pas ouf, c'est pas ouf. C'est moins ouf que Skyblock, tu vois, c'est marrant. Alors, c'est intéressant. Alors, du coup, la marque employeur, c'est le fait d'attirer les talents et de fidéliser les employés déjà présents à travers une bonne image d'entreprise, donc la diversité et l'inclusion, le management bienveillant, le recrutement inclusif. Moi, j'écris les publications LinkedIn des chefs d'entreprise et des DRH sur ces thématiques-là. J'ai aussi un podcast avec le magazine Management et le magazine Capital, produit par Prisma Media sur des thématiques impact social et marque employeur, qui s'appelle Remue Manage, qui est dispo sur toutes les plateformes, où j'interviewe des chefs d'entreprise, des DRH, des instituts de sondage. Il y a même eu la CNAM qui est venue, donc la Caisse nationale d'assurance maladie. Je suis créatrice de contenu sur LinkedIn, du coup maintenant à plus de 70 000 abonnés, avec des prises de parole impact social, marque employeur, un peu tout ce qui me passe par la tête. J'aime pas me mettre dans des cases. Et je suis marraine d'Asso aussi, donc je suis ambassadrice de la Fondation Le Refuge, qui héberge et qui protège les jeunes LGBT+, qui sont mis à la rue par leur famille. Je suis marraine de Mots et Mots de Femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et je suis aussi, j'oublie toujours quelque chose dans ma presse, je suis chroniqueuse télé et je suis animatrice d'émissions aussi. Voilà, et conférencière. Voilà, et je pense que ma présentation est interminable, à chaque fois c'est un calvaire. Je pense que je peux te refaire une passe décisive pour les prochaines questions. Non, c'est très bien, merci beaucoup Dorit. Tu vois, j'ai pris le micro de cette façon comme une star de rap US pour te poser une seconde question. Est-ce que tu veux de l'eau? Ouais, c'est pas mal. Okay, je parle beaucoup. Donc, et en attendant, pendant que je te sers ce verre d'eau, je sais qu'il y a un sujet qui te tient beaucoup à cœur, c'est le sujet de la quête de sens dans le travail. Grave. Ok, on est d'accord. Est-ce que tu as des observations de ce que tu vois dans ton écosystème sur cette thématique, potentiellement auprès des plus jeunes, et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des profils, on en a un petit peu parlé quand on a préparé ce moment tous les deux, à des profils qui sont en passe de transitionner, qui se posent des questions sur leur transition professionnelle et qui manquent potentiellement, je ne sais pas, de critères de motivation, de résilience, de soutien, etc. Bien sûr, c'est un grand sujet. Alors moi déjà, ce que je voudrais dire, c'est que la reconversion, c'est OK, vraiment. L'injonction à rentrer dans un taf à 18 ans et rester jusqu'à 65 ans, c'était nos parents, nos grands-parents. Et j'aimerais parler de la génération Z. Elle est hyper inspirante pour moi. C'est une génération qui est hyper audacieuse, qui a un turnover en moyenne de 2 ans dans les boîtes et encore parfois moins, parce qu'en fait, ils n'ont plus peur de changer de taf. Et d'ailleurs, le CDI ne fait plus rêver. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils se rendent compte qu'en fait, un taf, c'est une expérience et que c'est complètement OK de passer d'expérience en expérience, qu'encore une fois, c'est des apprentissages. Et en fait, c'est ça, moi, le message que j'aimerais passer, c'est que, aujourd'hui, ça suffit plus de se dire que dans une offre d'emploi, on va proposer des tickets resto, on va proposer une mutuelle d'entreprise qui d'ailleurs est obligatoire par la loi. Ce qu'il faut, c'est vraiment proposer des choses pour le bien-être au travail. On parle en ce moment d'une grande tendance RH qui est la semaine de 4 jours. C'est une solution parmi tant d'autres, le télétravail. Plein de choses, vraiment s'intéresser aux gens, le management humain réellement. Et les entreprises aujourd'hui qui ne comprennent pas ça, elles vont droit dans le mur. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important de fidéliser les employés et d'attirer du coup de nouvelles personnes à travers la marque employeur, notamment via les réseaux sociaux, parce que, encore une fois, le CDI ne fait plus rêver. Les jeunes, même aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, vont beaucoup plus vers des CDD, vers de l'intérim, vers des emplois à date définie, parce que ils se disent, pour eux c'est une prison, le CDI est une prison, et ils se disent voilà, je ne vais pas arriver à en sortir facilement, et c'est même très anxiogène.
On a un invité surprise qui peut monter sur scène avec Bon, nous. allez. Apparemment, la marque employeur fait réagir Simon. Même chez les plus jeunes. On adore. Donc voilà, moi, ce que j'ai à en dire, c'est que vraiment, le CDI doit se réinventer pour séduire à nouveau. C'est vraiment une nécessité. Sur, tu es entrepreneuse, c'est marqué ici. Et Absolument. voilà. Il y a une force qui te caractérise, je trouve, en plus de ta capacité à entreprendre, c'est ta résilience. Je ne sais pas si tu la nommes comme ça. Est-ce que tu pourrais nous dire où tu la puises, où tu la trouves, et comment aller chercher cette résilience en soi par rapport au monde du travail, à ses envies, à ses ambitions, etc. Est-ce que tu as je sais pas, des clés, des trucs qui que tu as compris durant ton parcours, et tu te dis, OK, cette résilience, je peux aller la chercher à tel endroit et ça va m'aider pour la suite. Alors, je vais faire un croisement entre la résilience et la quête de sens, Ok. parce qu'en fait, moi, je suis hyper attachée à mon enfant intérieur. Et ça, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est que il y a forcément un moment dans la vie où vous sentez que vous bifurquez, vous vous perdez, vous faites des rencontres, il se passe des choses dans votre vie. Et parfois, vous vous dites, est-ce que je suis encore alignée avec mes valeurs? Est-ce que je ne suis pas en train de m'éloigner de ce que je veux faire? Donc la fameuse quête de sens. Et dans ces moments-là, je pense qu'il faut vraiment se demander qui j'étais quand j'étais petit ou petite et qu'est-ce que je rêvais de faire. Et honnêtement, si là, vous vous posez tous et que vous vous demandez qui vous étiez quand vous étiez enfant, et ce que vous faites aujourd'hui, si vous aimez votre travail, parce que si vous ne l'aimez pas, du coup, ça ne marche pas, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses en lien avec ce que vous aimiez faire quand vous étiez petit ou petite. Et je trouve que ça, c'est extrêmement puissant et ça aide aussi beaucoup à garder espoir. Moi, tu me parles de résilience. Moi, je sais que, avec tout ce que j'ai vécu, il y a toujours pire que soi, mais en toute modestie, je sais quand même que mon vécu, il est assez lourd. Je sais que c'est... ça, c'est le fait, le foot m'a sauvé clairement, les livres m'ont sauvé, le dessin m'a sauvé. Et aujourd'hui, pour arriver encore à gérer la charge mentale, parce que ça, on pourrait refaire 40 minutes sur la charge mentale de l'entrepreneur, c'est ça qui m'aide aujourd'hui à garder justement cette niaque, c'est le rapport à l'enfance. Et je pense que c'est quelque chose de très, très, très important, qui d'ailleurs est étroitement corrélé à l'intelligence émotionnelle, de se dire, voilà, on n'est rien, on est une microparticule dans l'univers. Moi, tu sais, il y a une phrase que je dis toujours dans la vie, c'est que ce qui sclérose les gens et ce qui montre le vrai visage des gens, c'est l'argent et le pouvoir. Si face à l'argent et au pouvoir, vous restez intègre avec la même éthique et que vous restez la même personne, c'est que vous êtes droit et que vous êtes aligné avec vos valeurs. Et je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup qui ont bien changé face à l'argent ou au pouvoir. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est l'illusion du pouvoir. L'illusion du pouvoir. Tu vas passer à la télé et alors, il y a des gens qui sauvent des vies à côté, qui font des choses bien plus grandioses et on ne les entend pas. Donc, je trouve que l'humilité, finalement, c'est aussi quelque chose d'extrêmement fondamental pour arriver aussi à rester ancré, à rester connecté et à être résilient aussi et à pas aussi se donner trop d'importance, trop de, toujours donner une portée grave aux choses. C'est ça aussi qui fait qu'on a du mal à surmonter les épreuves, je pense, c'est qu'il ne faut pas minimiser les émotions des gens, évidemment. Si on ressent des émotions, c'est qu'elles sont légitimes. On n'a pas tort de ressentir une émotion. Mais essayer de relativiser, c'est hyper important parce que finalement, on se rend compte que dans la vie, peu de choses sont graves. Tant qu'on a la santé, finalement, c'est l'essentiel, quoi. Merci Dorit pour un petit applaudissement. Oui. Merci. Merci Dorit pour ces beaux préceptes. Merci beaucoup. Le temps vient de passer en rouge. Il nous reste 5 minutes pour pré-conclure. Tu m'avais dit une petite phrase qui m'a marqué. Je vais te laisser l'expliquer tout de suite. Tu m'avais dit en préparant ce moment que tu détestais LinkedIn. Je ne sais plus si tu as dit détester ou je hais, mais un mot dans ce genre-là. Ouais, oui, un peu tout. Comment tu gères cette haine avec ce réseau qui t'a Cette aussi, accompagné, qui t'a aussi aidé? Je sais que tu mets des choses en place. Et voilà, quel lien t'entretiens avec cet écosystème-là? Ouais, bien sûr. Alors en fait, moi déjà, j'ai un grand libre arbitre sur ça. Je suis ambassadrice LinkedIn France, mais ça ne m'empêche pas de rester très objective sur ce que je pense de LinkedIn. Alors mon point de vue, forcément, il a un peu changé, mais pas complètement, dans le sens où LinkedIn m'a tout apporté. J'ai une gratitude et une reconnaissance énorme envers LinkedIn. Après, c'est ma création de contenu, c'est aussi mon travail. Mais fondamentalement, ça reste le réseau pro où, même si des gens comme moi et comme beaucoup d'autres personnes aujourd'hui, et j'en suis heureuse, déconstruisent ça, ça reste vraiment majoritairement cadre supérieur, méga corpo, etc. Et
il y a encore beaucoup de, je ne sais pas trop comment dire ça, mais de femmes surtout qui ne se sentent pas légitimes. C'est un réseau majoritairement composé d'hommes, LinkedIn. Mais d'hommes qui en plus vont vous apprendre la vie quand vous faites des posts féministes. Enfin, c'est un peu compliqué, donc du coup j'ai un rapport à LinkedIn qui est un peu compliqué et qui fait que je continue à créer du contenu, mais je mets un peu plus de distance. Alors moi, ce que je mets en place, c'est une détox des réseaux sociaux. Du coup, il n'y a pas que LinkedIn qui rentre dans l'équation, il y a tous les réseaux sociaux. C'est nécessaire à ma santé mentale et je m'en suis rendu compte très vite parce qu'encore une fois, au bout de même pas un mois, j'ai fait un post à 2 millions de vues. Et en fait, pendant 2-3 mois, j'ai enchaîné chaque semaine les posts qui ont dépassé le million de vues. Ce qui a fait que j'ai reçu très vite plus de 100 messages par jour, ce qui est toujours le cas sur LinkedIn. Et les notifications, moi déjà, ce que j'ai mis en place, c'est que je ne les ouvre plus du tout depuis janvier 2022. Et en termes de charge mentale, parce que les réseaux, que ce soit LinkedIn ou autre, c'est terrible. Vous scrollez, vous ne savez même pas à la recherche de quoi. Et au final, vous vous retrouvez... bon, ça, c'est plutôt sur Insta ou YouTube, mais devant un tuto, comment coiffer une dinde. On part d'un truc et on se dit, mais comment on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est engouffré dans une faille spatio-temporelle. Et finalement, sur LinkedIn, c'est aussi ça, c'est ce truc de scroller et de se dire, mais en fait, il s'est écoulé 2 heures, waouh, j'ai rien fait de ma vie. Donc, moi, entre 24 et 48 heures par semaine, je coupe tous les réseaux sociaux et je me connecte avec la vraie vie, avec les vrais gens, avec le vrai monde. Et c'est que du kiff. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, quand j'en parle à mes potes ou quoi, ils me disent, mais ça te manque pas? Alors souvent, c'est mes potes créateurs de contenu. Bah, pas du tout. Au contraire, je vis ma meilleure vie et c'est un peu dur de revenir. Ce qui fait que généralement, maintenant, je ne poste même plus le lundi. Voilà, je fais ma petite semaine de 3-4 jours sur LinkedIn, mais c'est pas plus mal, voilà. Je pense qu'il faut écouter son rythme, en fait. Le problème des gens qui se lancent sur les réseaux, c'est de se dire, ouais, je vais me lancer en mode... mais c'est comme quand tu t'inscris à la salle et tu te dis, je vais y aller tous les jours, je vais faire des séances de 3 heures, comme ça je vais perdre 10 kilos en un mois. Tu te flingues et tu te dégoûtes du truc, en fait. Donc du coup, voilà, il faut écouter son rythme. Il faut être régulier, il faut se dire un minimum syndical, mais il faut écouter son rythme. Moi, là, tu vois, au début, je postais 5 à 7 fois par semaine. J'ai fait ça pendant 1 an sur LinkedIn. Là, des fois, je suis à 2 posts semaine et je suis encore vivante. Et je pense que voilà, les gens font leur vie et que voilà, il faut relativiser aussi l'importance qu'on se donne, quoi. Tu nous as parlé de pas mal de tes combats. Regarde, je te laisse regarder un petit coup d'œil discret sur le temps. Oui, je vois ça, 1 minute t'inquiète, 20. je vois ça. Je voulais conclure en te demandant de nous partager un peu il y a 2 sujets sur lesquels tu m'as dit que tu étais investi aussi, c'est le harcèlement scolaire et le Bien sûr, cyberharcèlement. bien sûr. Est-ce que je te permets de conclure sur ces 2 thématiques? Ah ben, Ça te merci va? parce que ça me Avec tient plaisir. énormément à cœur. Alors oui, moi j'ai été harcelée à l'école, très rapidement l'histoire parce que je tiens vraiment à donner la solution après. Si j'étais en 4e, j'avais 13 ans, et il y avait un garçon qui s'appelle Ange, qui porte très mal son nom, qui m'a élu Miss Moche de la classe et qui a traversé toute la classe pour me mettre une couronne sur la tête. Il avait fait avec des copies doubles. Le prof était en face de moi, il a absolument rien dit. De là, j'ai développé une phobie sociale que, Dieu merci, j'ai guérie en télé. Donc la télé aussi m'a apporté ça. Et il y a des gens qui n'ont pas ça, en fait, qui ne s'en remettent jamais. Le harcèlement scolaire, ça laisse des séquelles à vie. Donc moi, ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'il y a des solutions. Il y a notamment la ligne d'écoute du gouvernement, le 3018. Et si vous êtes cyberharcelé, surtout, s'il vous plaît, ou si vous entendez des gens qui sont cyberharcelés, il y a la plateforme Pharos, Pharos. Vous déposez une plainte en ligne et vous êtes rappelé par un gendarme. Moi, c'est ce que j'ai fait par rapport au cyberharcèlement aussi que je subis sur LinkedIn, mais il reste 8 secondes, donc on ne va pas expliquer et raconter sa vie. Et j'ai été rappelée immédiatement. Voilà, donc j'aimerais conclure sur ça, Pharos. Merci beaucoup. Waouh, 0 secondes. On C'est sent énorme. la meuf qui a l'habitude ou pas? C'est énorme ce qui se passe, c'est complètement énorme. Merci beaucoup Dorit. Merci beaucoup à toi. À tout Merci. à l'heure. Merci d'être venu parmi nous. Je retiendrai aussi que tu étais une star de Skyblog. C'est assez impressionnant d'en rencontrer une. Je suis très ému.